Le 4 mai 2026, nous sommes dans la 5e année, au 70e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Je vous souhaite la bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons beaucoup parler du défilé du 9 mai sur la place Rouge. Nous allons aussi analyser les attaques de drones sur Moscou, comme si nous l'avions prédit hier en direct. Et ce que nous allons également revoir, ce sont bien sûr des décisions intéressantes en matière de personnel, et cette fois-ci du côté russe. Hier, un live stream a apparemment très bien marché. J'espère que la session de questions-réponses vous a plu. Il restait encore énormément de questions sans réponse. Je crois qu'il y en avait environ 40 vers la fin. Franchement, il y avait vraiment beaucoup d'engagement de la part de la communauté. Merci, je suis fier de cette communauté. Je vais essayer de regrouper ces questions et d'y répondre un jour. Pas forcément au prochain stream, mais parfois en fin de mois. Regardons plutôt le front. Depuis des jours, les gains de terrain sont minimes. Depuis des semaines, je ne peux quasiment plus en annoncer dans mon rapport. Et hier, lors du live stream, j'ai pu résumer en quelques minutes à peine tous les gains de terrain sur l'ensemble du front des dernières semaines. Analysons le mois précédent et voyons pourquoi les gains de terrain ont été si faibles. Le mois d'avril 2026 a montré assez clairement à quel point une même guerre peut être évaluée différemment, selon les données que l'on utilise. Du côté ukrainien, l'analyse de Deep State conclut que la Russie a gagné environ 141 km². Dans ce cas, cela signifie bien sûr que Deep State est certes une source ukrainienne, elle est aussi dirigée par des Ukrainiens, mais reste jugée conservatrice et réservée sur les gains de terrain, surtout pour les siens. Et ils indiquent en environ 141 km² de terrain perdu. C'est moins qu'en mars. Cela signifie que les Ukrainiens perdent de moins en moins de terrain selon cette tendance, et c'est aussi un signe que la dynamique du côté russe faiblit. Mais la situation est tout à fait différente du côté russe. Là-bas, on estime à plus de 300 km², soit presque 2 fois plus de gains territoriaux qu'au mois de mars précédent. Dans cette interprétation, l'offensive vient tout juste de prendre de l'élan. Deux images complètement différentes du même champ de bataille. Pourtant, il y a un point sur lequel les deux camps sont étonnamment d'accord. Les plus grands gains territoriaux ne se produisent pas là où la guerre sera décidée. Ils ne se produisent pas là où il y a peu d'avantages stratégiques, par exemple lors d'attaques secondaires, surtout aux frontières de Soumy ou de Kharkiv. Cela signifie qu'il y a beaucoup de mouvements, mais pas là où cela change vraiment la donne sur le plan stratégique, et c'est précisément la partie intéressante. Quand les attaques augmentent, mais que le front bouge peu, cela ne suggère pas une percée claire, mais plutôt une pression avec perte, sans réel progrès. Cela rappelle fortement les schémas de l'année dernière. À l'époque aussi, il y a eu une phase où beaucoup de choses se sont passées, mais peu ont été décidées. La véritable question n'est donc pas de savoir combien de kilomètres ont été gagnés, mais si cela peut créer une dynamique. Si l'offensive porte vraiment ses fruits, cela signifierait que nous verrons un changement clair dans les prochaines semaines, que nous pouvons supposer que l'offensive prend vraiment de l'ampleur en ce moment, ce que nous n'avons pas vraiment constaté jusqu'à présent. Et si nous ne voyons pas de changement dans les prochaines semaines, alors cela restera exactement comme ce que nous connaissons déjà. Du mouvement sans décision, ce qui signifie que nous verrons à nouveau de nombreuses attaques, mais presque aucun changement sur la carte de la situation. Juste pour comparer. Prenons simplement pour l'exemple les gains de terrain du côté russe, qui sont de toute façon la plupart du temps largement surestimés selon leurs propres déclarations. Prenons donc comme hypothèse un gain de 300 km du côté russe, soit 300 km². Cela signifie qu'au cours du dernier mois, sur l'ensemble des fronts, cela représenterait une superficie à peu près équivalente à celle de la ville de Leipzig. L'Ukraine d'ailleurs a plus de 600 000 km² de superficie. Un soldat russe roule ici sur un chemin de campagne et découvre une mine. Tout va bien, pourrait-on penser. Cependant, il l'identifie comme un sac en plastique. Puis, il s'approche et se rend compte que ce n'est pas un sac en plastique, mais un morceau de caoutchouc. Ensuite, il continue à avancer et déclenche la mine. On remarque d'abord qu'il a quelques doutes, mais on a presque l'impression qu'il s'est dit que s'il passait exactement au milieu, il ne se passerait rien. Certaines mines peuvent également être déclenchées par des vibrations ou un détonateur magnétique. La nuit, la guerre est en revenue au pays, comme on dit si bien. Car à Moscou, la ville la plus sûre de Russie, des drones ont atteint la capitale. Le trafic aérien a été paralysé et les habitants ont essayé de filmer les drones. Les Russes ont fait de la ville une forteresse anti-aérienne. 2 grands anneaux de défense aérienne ont été construits au cours des dernières années. Un anneau de défense se trouve à environ 50 km du centre-ville. C'est celui-ci, à l'extérieur. Et dans l'anneau intérieur, tout ce qui a pu traverser l'anneau extérieur est pratiquement intercepté. Il comprend aussi divers systèmes, pas seulement quelques-uns identiques et faciles à tromper.
Non, c'est une défense aérienne très sophistiquée. Ici, il y a Pantsir, Tor, Buk et tout ce qu'on a pu déployer, y compris des troupes russes de défense aérienne mobile qui patrouillent dans les rues de Moscou ou qui sont installées sur les toits de certains immeubles. Vous pouvez d'ailleurs consulter sur X, à la source indiquée, une carte très détaillée des capacités de défense aérienne dans la capitale, y compris une analyse des positions repérées. À ces véhicules de défense aérienne s'ajoute brouillage électronique, brouilleur et guerre électronique. Que cela signifie-t-il ? Ils essaient aussi de perturber les drones, pas seulement de les abattre. Le problème, c'est qu'on ne devrait pas faire ce genre de choses en plein centre-ville, mais plutôt à l'écart. En effet, si un drone est brouillé et qu'il ne peut plus s'orienter, par exemple parce que le signal GPS est perturbé, il ne sait plus où il se trouve ni où il doit aller, alors il continue simplement à voler tout droit. Et si une maison se trouve sur son chemin, le drone va entrer dans la maison et il ne peut plus l'éviter. Il ne sait plus où il est. Il n'a pas non plus Dieu. C'est ce qui s'est passé ici aussi. En effet, l'une des maisons a été touchée. Il était donc intéressant de savoir où se trouvait exactement cette maison. Eh bien, cette maison se trouvait ici, à l'emplacement de l'épingle bleue. Et cette épingle bleue, donc ici sur cette rue, se trouve à 6,5 km, et bien qu'il aurait cru, du Kremlin. Cela signifie que des drones ukrainiens ont réussi. Bien sûr, il faut aussi ajouter à cette déclaration que l'attaque de drones a été enregistrée ici avec environ 200 drones du côté russe, donc selon les informations russes. Ils disent que 200 drones du côté ukrainien ont attaqué. L'un de ces drones a justement frappé un bâtiment ici. Mais ce drone-là a réussi à passer à travers ce cercle de défense anti-aérienne, puis à travers le cercle suivant, à travers toutes les unités qui sont encore dispersées quelque part ici, et il a pu être arrêté près d'une cible de grande valeur. Il n'a pas été arrêté par un tireur anti-aérien, mais parce qu'un bâtiment se trouvait sur sa route quelques jours seulement avant le 9, mais du défilé sur la place rouge, c'est évidemment un signe plutôt positif. Nous avons déjà vu la même chose l'année dernière. Juste avant le défilé, les Ukrainiens ont commencé à envoyer des drones en direction de Moscou pour montrer une fois de plus qu'ils peuvent toujours atteindre la ville. Cela augmente évidemment la pression du côté russe. C'est aussi une guerre psychologique à ce stade. Après l'interception d'un drone à quelques kilomètres du Kremlin, les Russes organisent un événement placé sous haute sécurité dans un lieu censé montrer leur puissance au cas où le défilé aurait lieu comme prévu. Celui-ci avait déjà été réduit. Il n'y a pas de véhicule militaire, il y a juste un détachement à pied. Donc juste avant le défilé du jour de la victoire, pour protéger ce groupe à pied, la ville est à nouveau transformée en zone de haute sécurité. Autour du Kremlin, des points de contrôle ont été ajoutés. L'accès à la place rouge est totalement fermé, ce qui n'est qu'une partie des mesures dans tout le secteur. Des blindés et des unités avec mitrailleuses lourdes ont été déployés. Sur les tours du Kremlin lui-même, des tireurs d'élite et d'autres forces armées auraient pris position, tandis que des hélicoptères, en plein jour, poursuivent dans plusieurs drones ukrainiens. L'image qui en résulte est claire, des mesures de sécurité maximales. De telles précautions ne sont certes pas inhabituelles lors de grands événements officiels, mais cette fois-ci, l'ampleur est particulièrement frappante. La combinaison de barrages routiers, de présence militaire et de postes armés montre que la sécurité est désormais prise très au sérieux. Et si un drone venait à frapper un immeuble, la situation deviendrait encore plus grave. Mais à Berlin aussi, les règles autour des 8 et 9 mai sont nettement renforcées. Les autorités prévoient d'interdire complètement une série de symboles dans l'espace public. Cela inclut les drapeaux de l'Union soviétique, de la Russie et du Bélarus. Les drapeaux de Tchétchénie sont aussi concernés. Il ne s'agit pas que de drapeaux, des symboles comme les lettres Z, V et le ruban de Saint-Georges doivent aussi être interdits. Depuis le début de la guerre, ces symboles ont souvent servi la propagande militaire russe. Par cette interdiction, les autorités cherchent clairement à éviter que ces journées commémoratives soient utilisées à des fins politiques ou comme provocation. En même temps, cette mesure montre à quel point même les anniversaires historiques peuvent être transformés par les conflits actuels. Ce qui devrait en fait servir au devoir de mémoire devient de plus en plus un sujet de sécurité. Quelles en sont les conséquences ? Des mesures de sécurité encore plus strictes, c'est certain. Pas seulement pour le défilé, mais surtout pour Poutine. Il vit déjà assez isolé. Cela vaut aussi pour son entourage le plus proche. Au Kremlin, les indices s'accumulent et montrent que la plus grande inquiétude ne vient plus de l'extérieur mais de l'intérieur. Autour de Poutine, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été instaurées. Les employés de son entourage direct ne sont plus autorisés à utiliser des appareils connectés à Internet et ne peuvent plus se déplacer librement en public.
Même l'accès à Poutine est contrôlé à plusieurs reprises, tout comme l'accès à leur famille. Ce n'est pas un protocole de sécurité normal, c'est un système qui s'isole complètement. Le contexte devient clair lorsqu'on examine les détails. Après des assassinats ciblés de haut gradé, notamment à Moscou, des rapports évoquent des réunions internes au sommet. Là-bas, les responsables de la sécurité se sont rejetés la faute, incapables d'empêcher ces attaques. Cela montre surtout que la confiance de l'élite est ébranlée. En même temps, Vladimir Poutine se retire visiblement. Il passe presque toute l'année dans sa villa au bord du lac. Il évite les lieux connus, réduit ses apparitions publiques, sauf le 9 mai jusqu'à présent du moins, et séjourne apparemment pendant de longues périodes dans des installations hautement sécurisées. D'ailleurs, à mon avis, la villa au bord du lac est mieux protégée que Moscou. Ce n'est pas sans raison, car la menace qui plane ici est différente de celle d'il y a quelques années. Il ne s'agit plus d'adversaires extérieurs ou de risques militaires. Il s'agit ici de la possibilité que des dangers puissent provenir de son propre appareil de pouvoir. Des noms comme Sergueï Shoïgu réapparaissent également dans ce contexte. Pas en tant que leader évident d'un coup d'État, mais plutôt comme un acteur perçu comme potentiellement déstabilisateur au sein du système. Lorsqu'un système commence à se protéger de ses propres élites, c'est un signal clair. La combinaison d'accusations internes, de méfiance croissante et de mesures de sécurité extrêmes montre surtout une chose, la peur de perdre le pouvoir est réelle, et elle ne vient pas de l'extérieur. En Russie, une nomination suscite actuellement des débats, et cela non seulement à l'étranger, mais aussi au sein des cercles pro-russes. Le général Alexandre Chaïko a été nommé nouveau commandant des forces aérospatiales, un poste d'une importance énorme, surtout dans la guerre actuelle. Chaïko n'est pas un inconnu. En 2022, il faisait partie des commandants des troupes russes qui ont tenté de prendre la région de Kiev par l'ouest. Cette offensive a, comme on le sait, échoué. À cela s'ajoute un autre point, nettement plus grave. Son nom est régulièrement cité en lien avec les événements de Boutcha, où des unités russes ont été accusées de crimes de guerre. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la réaction dans son propre camp. Ironiquement, de nombreux soi-disant Z-blogueurs, qui soutiennent habituellement clairement la guerre, ne se montrent pas enthousiastes face à cette décision. Les critiques ne viennent pas forcément pour des raisons morales, qu'il aurait cru, mais plutôt d'un point de vue militaire. Pour eux, cette nomination paraît évidemment complètement grotesque et soulève de nombreuses questions. Surtout de pourquoi quelqu'un est-il promu alors qu'il est directement lié à une opération ratée? Et qu'est-ce que cela dit sur la direction et la structure de décision actuelle? C'est ce qui rend cette nomination si explosive. Il ne s'agit pas simplement de pourvoir un poste, il s'agit de la confiance dans les décisions militaires et de la manière dont les succès et les échecs ont été évalués au sein du système. Merci à tous les membres, abonnés et à la Algu Crew. Un merci tout particulier à Lieutenant-colonel Renneke, Sylvester Tifetti et Mayor Hofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport quotidien.